Bonjour, je m'appelle Stéphane Côté, enseignant et auteur du livre Pratique gagnante et pédagogie 3.0. Aujourd'hui, je vous parle de sections qui sont dans le chapitre 4 et 5, avec bien sûr des prolongements, qui va principalement parler du sujet d'aujourd'hui, qui est quoi faire quand on ne sait plus quoi faire. Il faut savoir que cette vidéo est une deuxième partie d'une première que j'avais faite, où j'avais dit que j'étais pour extrapoler sur certains éléments. Il va y avoir un bonus à la fin, fait que assurez-vous de rester longtemps pour écouter tout ça. Donc, dans la dernière vidéo, j'avais fait référence à l'importance de se soucier de l'efficience dans vos interventions, c'est-à-dire avec quel effet, quelle énergie vous devez déployer pour obtenir quel résultat. Puis avant de poursuivre, allons regarder un petit vidéo. Je suis désolé pour la petite vidéo, j'ai une espèce de délire ce soir. Lorsque vient le temps de fixer deux pièces de bois, l'Homo erectus habilis peut avoir de drôles de comportements. Bon, j'ai mes clous. Je vais aller chercher ça. Ça devrait faire avec ça. Bon, on va essayer de fixer ça ensemble. Après de multiples échecs, il est possible que l'Homo habilis décide de changer d'outil. Pour un outil qui s'avère être légèrement plus adapté à la situation. Malgré l'échec, l'Homo habilis risque de continuer l'utilisation de l'outil pour se fâcher et se dire s'il n'y avait pas quelque chose de plus efficace à mettre en place afin d'obtenir le résultat tant attendu. À l'aide de différents coups légèrement plus agressifs, il risque d'obtenir certains résultats, mais qui n'auront pas la fiabilité et la durabilité nécessaires. C'est pourquoi il faut penser à quelque chose de beaucoup plus efficace. Et j'ai nommé l'efficacité même, l'efficience. Grâce à l'efficacité rehaussée de l'utilisation d'outils hautement efficients, l'Homo erectus risque de trouver un certain plaisir dans l'adaptation des outils qu'il vient d'utiliser afin d'atteindre l'objectif qu'il souhaitait. Donc, le but de la vidéo n'était pas nécessairement de justifier l'impossibilité de la tâche à cause de l'outil employé, mais bien d'arriver à utiliser l'efficience afin d'obtenir des résultats solides. Aujourd'hui, on va principalement parler des situations qui sont non adressées dans la classe. Donc, vous êtes peut-être dans la situation où votre groupe est difficile ou un de vos groupes sont particulièrement difficiles. Il y a peut-être une espèce de séquence qui est démarrée et peut-être que vous ne réussissez pas à adresser toutes les situations qui se passent. Donc, les situations sociales, des élèves qui dérangent, perturbent verbalement le groupe ou qui essaient d'avoir l'attention du groupe et qui réussissent à le voir, ou encore des éléments de désengagement, donc des élèves qui se désengagent, qui sont dans la lune. Alors, essentiellement, on avait vu que c'était pour attaquer votre crédibilité si vous n'adressiez pas certains des éléments. Donc, disons qu'un élève perturbe la classe, vous n'intervenez pas pour différentes raisons, votre crédibilité s'en trouve atteinte. Cette même crédibilité-là, si lors de la prochaine situation qui va suivre, vous n'adressez toujours pas la situation, va refaire baisser votre crédibilité. Votre crédibilité, ce n'est pas votre qualité que vous avez ou les compétences ou l'extraordinaire personne que vous êtes, c'est plutôt du point de vue de l'élève, les points, appelons ça comme ça, les points qui vous accordent et qui vont écouter vos interventions que vous allez faire. Donc, plus que la crédibilité est basse, plus que les élèves vous donnent peu de crédibilité au niveau de la gestion de classe, bien,
plus qui vont être portés à régénérer des situations qui vont être hautement désagréables. Il y a principalement 3 types de dérangements qui vont se passer dans la classe, c'est-à-dire les interventions faites par les élèves et qui visent un public, c'est-à-dire des élèves qui vont viser à faire rire d'autres personnes ou à déranger d'autres personnes et qui réussissent à le faire. Il y a un deuxième type de dérangement qui sont les voisins. Donc, c'est des personnes qui ont besoin du voisin à côté pour parler. Et malgré les interventions que vous faites, vous ne semblez pas avoir d'impact sur ces élèves-là qui continuent à échanger. Enfin, ceux qui sont plus reliés au désengagement, qui tombent dans la lune, donc ces élèves-là vont être portés à tout simplement à être distraits. Soit ils se distraient eux-mêmes parce qu'ils sont dans la lune, ou soit qu'ils se distraient en jouant de manière compulsive avec des effaces ou des différents objets là, qui sont dans leur pupitre. Donc, je vais commencer avec ceux qui sont dans la lune, malgré que ce n'est pas ceux sur qui on devrait attaquer en premier. Donc, disons que la classe est fortement désengagée et qu'il y a plusieurs vagues d'élèves qui font des blagues. J'ai de la misère à ramener ça, ça redémarre, ça refait des blagues. Ce n'est pas les lunatiques que je devrais tenter de rejoindre dans un premier temps, c'est plus ceux qui dérangent le groupe. Pour les besoins de la cause, vous allez comprendre pourquoi je commence avec celui qui est dans la lune. Donc, la gestion de classe est une espèce d'interaction entre vos stratégies que vous allez mettre en place pour la gestion de classe et ceux reliés à la gestion de la réussite. Si un élève qui est dans la lune, vous tentez constamment de le ramener à l'ordre, vous êtes plus dans la gestion de classe, eh bien, vous allez avoir l'effet que notre joyeux luron du départ avait sur son clou en utilisant un mauvais outil. Donc, l'élève qui est désengagé, la majorité du temps, ce n'est pas au niveau de la gestion de classe son problème, c'est au niveau de la gestion de la réussite. Il n'est pas motivé, il n'est pas engagé. Puis, si on veut avoir un effet optimal sur lui, il va falloir essayer de le rejoindre au niveau de la gestion de la réussite. Donc, au niveau de l'engagement, au niveau de l'évaluation, au niveau de parfaire ce dans quoi il est bon, ce dans quoi il a certains défis et je vais essayer de travailler sur ces éléments-là. Donc, si un élève est lunatique, dites-vous qu'il n'est pas en train de déranger le groupe. C'est peut-être très dérangeant pour vous qui êtes en train de parler devant le groupe, de voir des élèves qui sont dans la lune, mais si vous faites des interventions sur ces élèves-là, c'est vous qui êtes en train de polluer un peu la classe, c'est vous qui êtes en train d'amener des distractions à la classe, puisque quand vous dites « Hey Philippe, reviens avec nous s'il vous plaît », bien, j'ai demandé l'attention de tout le groupe pour faire une intervention sur un élève. Donc, je prends l'attention de tout le groupe pour probablement faire une intervention inutile, donc pas efficace sur un élève qui va peut-être revenir pour 10, 20, 30 secondes attentif, puis il va redécrocher par la suite. Au niveau de la gestion de la réussite aussi, un des éléments primordiaux, c'est que si vous saturez l'attention de vos élèves, si vous dépassez la capacité qu'ils ont à être attentifs, bien là, vous allez tomber dans tout plein d'éléments de gestion de classe qui vont être plus difficiles. Alors que si, au niveau de votre gestion de la réussite, votre explication serait plus courte, bien à ce moment-là, vous aurez beaucoup moins d'interventions à faire au niveau de la gestion de classe. Donc, au niveau de la gestion de la réussite, il y a plus de 35 éléments qui vous ont amené, des éléments à ajuster que vous faites déjà là, afin de réussir à avoir moins d'élèves lunatiques et nécessairement moins des deux autres. Mais disons que ce n'est pas là que ça se passe, votre problème. Vous avez des élèves qui dérangent régulièrement le groupe. Et là, vous allez faire des interventions sur ces élèves-là. Vous allez leur demander d'arrêter de parler ensemble parce que ça dérange peut-être ces deux élèves-là. Sûrement que ça en dérange d'autres autour qui se retournent pour les regarder, puis ils vous regardent en disant « faites rien, eux autres me dérangent ». Et là, ça va vous occasionner tout plein de cascades là, à devoir gérer. Si vous prenez le contrôle des élèves puis vous dites « OK, vous deux, là, vous vous séparez, toi tu t'en vas là, toi tu t'en vas là », ça va être une méthode peu efficace parce que vous allez avoir pris le contrôle. Certains de ces bavards-là, en fait, ils ont beaucoup d'amis dans la classe. Hein? Puis quand vous les séparez, ils se retrouvent d'autres personnes avec qui parler. Puis là, on va se retrouver avec deux diades dans la classe qui risquent d'être un peu distraits puis qui vont rajouter du bruit dans l'atmosphère de la classe, puis que ce bruit-là va régénérer d'autres élèves qui vont se déclencher. Alors, dans le chapitre 4, il y a la méthode post-it. Ça consiste à, lorsqu'un élève est distrait ou deux élèves vont déranger, je vais marquer sur un post-it rouge
ce que l'élève doit mettre en pratique, donc disons qu'on est tout mercredi aujourd'hui, je vais marquer jeudi sur le post-it. Donc, l'élève a jusqu'à demain pour se replacer au niveau du comportement que j'ai nommé. Sur le post-it, il faut absolument que je mentionne ce que je veux voir apparaître. Donc, je ne marquerai pas sur le papier, tu dois arrêter de parler. Je veux plutôt dire, tu dois être concentré sur la tâche, tu dois être concentré sur l'explication. Donc, la méthode post-it, pourquoi elle est payante? Et c'est parce que c'est très facile à gérer. Pendant votre explication, vous prenez votre post-it, vous allez le coller sur vous allez le coller sur le pupitre de l'élève. C'est très visible. Ça vous permet, vous aussi, de dire, OK, quand je balaye ma classe, je repère mes post-it, est-ce qu'ils sont à leur affaire? Et si je vois que des élèves se sont replacés, c'est-à-dire que le comportement a disparu, à ce moment-là, je vais repasser au pupitre de l'élève et je vais enlever le post-it. Et ça veut dire, félicitations, tu viens de te replacer, je suis fier de toi. Si l'élève continue dans le comportement inapproprié, à ce moment-là, je l'ai averti. Je lui ai offert la chance de se reprendre. Donc, s'il n'a pas réussi à le faire, à ce moment-là, son pupitre, je vais le prendre, ou on va demander à d'autres élèves de prendre le pupitre, et on va l'amener collé sur mon pupitre. Dans le livre, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer avec les élèves qui se font coller au pupitre. Mais l'idée qui est derrière le post-it, encore là, c'est qu'il y a plus que 5-6 trucs là, qui sont ajoutés dans le livre. C'est que j'adresse la situation. Et c'est le fait d'adresser les situations à mesure qu'ils se produisent qui va générer un effet, un changement là, des comportements des élèves. Enfin, pour ce qui est du clown, alors si j'avais une priorité à faire entre les trois, disons que la classe va plutôt mal, il y a une espèce d'effet de chaîne qui se déclenche régulièrement dans le groupe, c'est-à-dire il y a des élèves qui font des niaiseries, le groupe embarque, j'ai de la misère à les ramener, ça se redéclenche, j'essaie de les ramener, ça se redéclenche. Je vais attaquer en premier l'élève ou les élèves qui essaient de déranger le groupe. Il faut essayer de voir la classe un peu comme un domino. Et ici, on a un exemple de dominos qui sont prêts à être déclenchés, donc un espèce de potentiel. L'intervention mauvaise que l'enseignant va essayer de faire, c'est qu'il va essayer, lorsqu'il y a un élève qui déclenche le groupe, d'essayer d'intervenir sur cet élève-là. Et là, on va aller regarder une vidéo. Quand un élève déclenche le groupe, voyons qu'est-ce qui se passe. Donc, une fois que le groupe a été déclenché, il est inutile d'essayer d'attaquer l'élément qui a déclenché le groupe. Parce que si j'essaie de faire ça, il est trop tard, il y a déjà d'autres élèves qui sont en train de rigoler. Comme par exemple, ça pourrait être un élève qui fait des bruits de bouche et après, là dans le masque, c'est plus facile à faire, plus difficile à détecter aussi, fait que les élèves le savent, fait que j'ai mon domino 1 qui va faire des bruits de bouche. Quelques secondes par la suite, je vais avoir 2-3 autres élèves qui vont lui répondre quelques secondes après. Ou ça pourrait être encore un élève qui fait des blagues. Et là, il y a une série d'élèves qui rient. Pendant que cette série d'élèves-là rit, je vais avoir une deuxième vague qui va partir. Donc, la deuxième vague, c'est 2 autres élèves qui vont redéclencher d'autres élèves, vont se mettre à en profiter pour dire une autre niaiserie ou pour se lever, pour aller ou lancer des objets à d'autres élèves. Et je peux même, si ça va vraiment mal, avoir comme une 3e vague. Donc, dans un premier temps, ce qui serait bon pour vous, ce serait vraiment de laisser déferler les vagues. Donc, pendant une période, une demi-journée, prenez un papier, puis quand il y a un élève qui fait une niaiserie, ne faites pas d'intervention, prenez un papier, puis essayez de voir quels vont être les acolytes, c'est-à-dire la deuxième vague, quand un élève laisse tomber un crayon, par exemple, et là, qui vont être les 2 autres qui vont suivre cet élève-là. Et quand vous allez les avoir identifiés, bien là, ça devient le fun parce que vous allez savoir sur qui intervenir. Donc, essayer d'intervenir sur le domino 1 dans un premier temps, c'est quasiment impossible pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand lui déclenche, il déclenche le reste du groupe, donc il est trop tard pour faire une intervention. La deuxième, c'est que cet élève-là a besoin de public, a besoin de gens qui embarquent avec lui. C'est son objectif le plus profond. Donc, moi, comme enseignant, ce que je dois arriver de faire, ça va être d'empêcher la classe de réagir et tranquillement me rapprocher vers lui. En l'espace de 2, 3, 4 jours,
Là, je vais être capable de faire une intervention sur lui parce qu'il n'y aura plus de public. Quand cet élève-là va faire une niaiserie, je vais avoir complètement coupé la séquence là, de la vague qui déclenche. Donc, si j'ai bien analysé mon groupe pendant une demi-journée, à les laisser virer à moitié fou dans la classe, je trouve ça drôle, mais c'est ça qu'il faut faire quand même, bien, à ce moment-là, vous allez savoir sur qui intervenir. Il y a bien sûr d'autres élèves qui, eux, restent souvent intacts, là, peu importe ce qui va se passer dans la classe. Donc, je vous fais regarder une seconde vidéo qui va vous expliquer un peu l'intervention que je vais faire. L'idée est de réussir à intervenir ici pour stopper cette première vague et la main ici est représentée par une intervention que je ferai sur ces deux éléments, ces deux élèves-là. Donc, dès que je sens que le déclenchement part, au lieu d'essayer d'intervenir sur eux, je vais tout de suite attaquer ces deux personnes. Voilà, ça fonctionne. Donc, lorsque l'élément 1 se déclenche, je vais tout de suite essayer d'embarquer par-dessus cet élève-là et attaquer, comme prof, les éléments de la deuxième vague qui déclencherait. Donc, par exemple, oh, Philippe vient de démarrer. Hey, félicitations, Jules, de ne pas avoir répondu à son bruit. Je continue à enseigner. Dès que mon élève déclenche, j'attaque ces deux personnes-là pour empêcher qu'eux autres démarrent le reste de la vague du domino. Donc, si le groupe est vraiment très difficile, je suis peut-être mieux de ne pas attaquer la vague 2, mais attaquer la vague 3. Donc, le premier déclenche, et là, je vois que rapidement, McKenna et son acolyte déclenchent aussi. Donc, j'ai le temps de me rendre à la vague 3 puis de dire « Hey, félicitations, s'il vous plaît, reste avec moi. Félicitations, tu es attentif pour casser cette vague-là. » Donc, la vague 3. Après ça, le lendemain, je vais attaquer McKenna et son acolyte pour empêcher ce mouvement de vague-là de se produire. Je vais aussi aller voir l'élément numéro 1, puis je vais lui dire « Regarde, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis 3 jours, là, je te laisse faire tes niaiseries, mais je suis constamment en train d'intervenir sur le groupe. Ce que tu fais n'est pas approprié. » Et tranquillement, pas vite, à mesure que les journées vont avancer, je vais être capable de remonter la séquence, puisque quand mon élément numéro 1 va déclencher la classe, il n'y aura que 2 ou 3 acolytes qui vont rire, ce qui va simplifier beaucoup pour moi mes interventions. Mes interventions, en fait, pour arriver à mon élève 1 qui, quand il va déclencher, il n'y aura plus de personne qui va le suivre. Ça va être très, très facile de faire vos interventions. Donc, cette séquence-là va vous demander du travail attentif pendant un bon 4 jours, 5 jours pour réussir à vous rendre à l'élève de tête. Toutefois, ne l'attaquez jamais, lui, tant que vous n'êtes pas en mesure de vivre des succès, c'est-à-dire que le reste de la classe est comme rendu à être moins enclin là, à suivre les niaiseries de cet élève-là. Dans le livre aussi, il y a 5 autres éléments que je parle au sujet là, de cette catégorie-là d'élèves là, qui sont plus difficiles à rejoindre. Alors, on est déjà rendu au bonus, c'est extraordinaire. Alors, il faut que les situations qui se passent dans la classe, il faut qu'elles soient adressées. Ce n'est pas tant la conséquence qu'on donne aux élèves qui produit l'effet du changement sur le climat, mais c'est plutôt d'adresser le maximum de situations qui se passent, puis les adresser de façon séquentielle. Donc, si je réussis à casser mon domino en l'espace de 2 à 3 jours, par la suite, je vais attaquer les élèves qui parlent de manière constante, mais qui n'ébruitent pas le reste de la classe. Donc, une fois que je vais avoir réglé ça avec mes post-it, 2-3 jours plus tard, bien là, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir plus d'espace pour rejoindre les lunatiques. Et pendant ce temps-là, je vais avoir déclenché des choses aussi au niveau de la gestion de la réussite. Le bonus, tant qu'à lui, c'est une technique assez spéciale, en fait, qui consiste à embarquer dans le jeu. Parce que des fois, dans une classe, on n'a pas juste un domino qui part de la classe, mais on en a 3. Quand ils font comme prendre la relève, un élève dit une niaiserie, ça rigole. L'autre élève dit une niaiserie, ça rigole. Mais ils sont assez étanches, en fait, ces deux élèves-là ou ces 3 élèves-là. Chacun a leur public là, dans la classe. Donc, l'idée, c'est de réussir à avoir une rigueur, donc de réussir à faire des interventions pour que la situation soit adressée. Un élève qui dérange la classe va immédiatement être interpellé, mais de le faire dans une certaine forme de complicité puis offrir la chance de se reprendre. Donc,
le bonus, c'est de lancer un défi. Puis en fait, ce défi-là, ce ne sera pas nécessaire de le déclarer dans un premier temps. En quoi consiste le défi? C'est d'attraper les élèves à leur propre jeu. C'est-à-dire, j'ai Jules qui déclenche une niaiserie. Là, je fais mon effet domino dessus, j'interviens sur les autres personnes autour de Jules pour empêcher que cet élève-là redéclenche une autre vague. Pendant que je fais cette intervention-là, ça se peut que de l'autre côté, j'ai Makena qui se met à faire d'autres interventions. Et là, ce que je vais faire, c'est que, un petit peu plus tard dans la journée, dès que Jules se déclenche, au lieu de faire des interventions sur Jules, je vais dire à Makena, « Félicitations Makena, tu viens de gagner un point parce que Jules a déclenché la classe, mais pas toi. » Et là, on fait une espèce de petit défi comme ça. Et là, un petit peu plus tard, Jules redéclenche la classe. On va dire à Jules, « Hey, tu viens de donner un autre point à Makena. Makena, ça fait 2 fois en ligne qui ne démarre pas là, la perturbation de la classe. » Troisième fois, donc Makena déclenche. « Hey, tu viens de donner un point à Jules. C'est donc 2-1 pour Makena. » Et là, Jules va essayer de se concentrer pour éviter de redéclencher d'autres points. Donc, cette espèce de petit défi-là, le fun, drôle, dynamique, en fait, pourquoi cette mécanique-là, elle est puissante? Donc, je ne démarrerai pas avec cette technique-là, mais après 2-3 jours, quand ça va mieux et qu'il me reste juste mes éléments principaux qui essayent de déclencher le groupe, là, je vais leur lancer ce défi-là qui est très rigoureux. Donc, chaque intervention est adressée et aussi, ça se passe dans la complicité puisque je suis en train de les taquiner. Donc, l'élève qui a le plus de points, en fait, c'est celui qui a réussi à se contrôler le plus. Cet élève-là pourrait partir à la récré, puis l'autre, on resterait pour avoir une discussion, par exemple, avec cet élève-là. Donc, ce n'est pas tant la conséquence qui va faire que l'élève va changer son comportement, c'est plutôt de voir systématiquement les interventions qui vont être faites. Donc, dans le fond, on supporte son retour à être attentif en classe. Bien sûr, l'élément peut-être le plus important, c'était le yin-yang qu'on a vu en début et qui consistait à faire un équilibre entre la gestion de classe et la gestion de la réussite. Donc, est-ce que vos explications sont courtes, ce qui va amener une forme de prévention, c'est-à-dire on ne va pas saturer l'attention des élèves, on ne va pas exiger une attention trop longue non plus de ces élèves-là, qui va faire que ça va réduire l'apparition des comportements dérangeants. Et là, même si dans une explication relativement courte, c'est possible aussi que j'ai un peu de gestion de classe à faire. Donc, ce qui est la source des comportements dérangeants, c'est l'épuisement, c'est la distraction, c'est la fatigue. Certains élèves arrivent très fatigués à l'école d'emblée, mais il faut s'assurer que nous, comme enseignants, on ne va pas rajouter une autre couche, donc on ne fera pas des explications de 50 minutes sur un élément. On ne va pas non plus on va essayer d'éviter de faire des interventions publiques parce que ça va être nous-mêmes qui va faire des distractions, entre autres sur mes élèves lunatiques. Si après 10 minutes, ils tombent dans la lune, puis je fais 8 interventions pour amener, mais ça fait 8 fois que je demande l'attention de la classe pour finalement pas m'adresser à la classe parce que je suis en train de m'adresser à un élève. Alors, écoutez, si vous avez aimé les vidéos, parlez-en à vos amis. Si vous trouvez que ça fait pas mal de sens ce qui est dit dans cette vidéo-là, bien, achetez-vous le livre. Il y a la communauté Facebook. Il y a des clubs de lecture aussi qu'on va démarrer plus à l'été et au mois de septembre, puisque le club de lecture prend 5 mois à traverser. On voit un chapitre à la fois. Et si vous avez des questions, commentaires, si vous dites « Stéphane, j'ai cette problématique-là qui perdure dans ma classe, est-ce que tu peux m'aider? » Vous écrivez tout ça dans la communauté de la pédagogie 3.0, puis ça va me faire plaisir de vous faire d'autres vidéos pour soulager votre tâche.